Bonjour et bienvenue pour ce premier épisode de l'émission qui va être le fil rouge de notre Tour de France à vélo cargo. C'est une heure de discussion autour du vélo cargo, donc une heure de discussion avec des acteurs de terrain pour montrer que le vélo cargo, professionnel mais pas que, partout en France, c'est possible, ça marche et c'est fun. Donc une heure avec mes invités du jour. Donc aujourd'hui, c'est une émission un peu spéciale, non seulement parce que c'est la première, mais ensuite parce que nous sommes en visioconférence, parce que mes quatre invités se trouvaient aux quatre coins de la France et il n'y avait pas moyen de se réunir. Et je trouvais important de prendre ce temps tous les cinq pour parler de ce qui va être un socle important de ce Tour de France, à savoir l'équipement que Nathan et moi, nous allons utiliser, nos vélos, notre remorque, etc., qui s'est construit avec ces quatre entités, ces quatre personnages. Donc voilà, il me paraissait important de commencer par ça. Et voilà, c'est pas ma formule préférée, la visio, mais c'était la formule qui convenait aux circonstances. Donc, nous avons quatre invités qui se retrouvent aux quatre coins de la France. Moi, je me trouve à Bruxelles. Et pour lancer les opérations, je vais laisser chacun se présenter dans l'ordre où ils apparaissent à mon écran. On va commencer par Simon. Oui, donc Simon de Microcargo. Donc nous, on fabrique des remorques vélos à destination des professionnels. Super. Et tu es à… On est basé sur Grenoble. Magnifique. Jérôme. Donc Jérôme, moi je représente la société coopérative Tout en Vélo. On est à la fois un réseau de cyclologisticiens et donc sur 12 villes, donc 12 scopes implantés sur le territoire. Et on a aussi un atelier de fabrication de remorques utilitaires, de fabrication d'agencements pour vélo cargo en général et remorques. Et puis on distribue aussi du vélo cargo. Et nous, on est basé à Rennes, en Bretagne. En Bretagne, magnifique. Thomas. Bonjour, donc Thomas Gras, fondateur et co-gérant de Bosch Cargo Bikes. Nous, on fabrique des vélos cargo surcyclés sur mesure pour professionnels et particuliers à Toulouse. À Toulouse, merci Thomas. Et Benjamin. Et bonjour à tous. Benjamin de Radior, on est situé à Bourg-en-Bresse et on conçoit, on fabrique, on assemble des vélos à puissance électrique avec la particularité de les fabriquer vraiment en France. Super. Et donc, le sixième écran que les gens verront, c'est la double présence. C'est l'ami imaginaire de Benjamin qui est au téléphone. Donc, nous sommes 5 autour de ce vélo cargo virtuel aujourd'hui. Et nous allons… alors d'abord, merci à tous les quatre d'avoir accepté mon invitation. Dans cet épisode, vous l'aurez compris, on va parler d'équipement, de matériel, on va parler de vélo cargo, de remorques, d'aménagement spécifique pour les professionnels, mais on va aussi parler, et surtout, j'ai envie de dire, de coopération. C'est ce qui m'a beaucoup séduit dans ce projet, à la fois dans le choix du vélo Radior et dans la suite du projet pour compléter l'équipement dont on avait besoin avec Nathan pour faire ce Tour de France. Comment, justement, eh bien, des entreprises arrivent à travailler, à coopérer, à travailler ensemble pour que chacun puisse donner le meilleur du meilleur de ce qu'il sait faire et d'arriver à produire ensemble un résultat qui est plus intéressant, meilleur que ce que chacun aurait pu produire tout seul dans son petit coin. C'est un sujet qui reviendra souvent dans ce Tour de France, la coopération entre différents acteurs économiques. Et il y aura aussi un point important, parce qu'on va parler de design, on va parler de conception, on va parler forcément de propriété intellectuelle, et Thomas voilà, on sera intéressé d'entendre le point de vue de Thomas sur une situation qu'il rencontre et qui, à mon avis, concerne tout l'écosystème, toute l'industrie, toute entreprise qui se lance dans un projet entrepreneurial est confrontée potentiellement à ce type de situation. Donc, on sera intéressé pour avoir que Thomas nous éclaire un petit peu sur la situation de Bosch Cargo sur ce point. Donc, alors, pour lancer cette première émission, on va se livrer à un rituel. C'est la question à chacun de mes invités, à savoir vous et le vélo. Donc, d'abord, première question très simple, qui appelle une réponse assez simple. Toi, tu roules avec quoi, Simon? Alors, moi, je roule en Yuba Space Security, donc un Longtail, très pratique pour transporter les enfants.
Et évidemment, j'ai aussi une remorque micro-cargo, modèle électrique. D'accord. Jérôme? Du coup, moi, j'ai également des enfants, donc le long tail est bien pratique. Donc, je roule sur un BC Apache Just Long, qui est une marque italienne qu'on aime beaucoup. Et après, voilà, j'ai plein d'autres vélos, donc je vais pas tous les citer, mais en vélo taf, je roule sur un Specialized Source, qui est un très bon vélo urbain que j'ai depuis longtemps au monoplateau et qui permet de bien envoyer, de se faire plaisir, tout en emmenant les sacoches aussi pour emmener le lunch. Voilà. Bon, et du vécu. Merci Thomas. Moi, je ne roule qu'en vélo cargo, qu'avec nos vélos cargo, des Bosch Cargo Bikes. Donc voilà, électrique, pas électrique, mais je touche à rien d'autre qu'un vélo cargo. D'accord. Et Benjamin? Évidemment, je roule en Radior. Le Phoenix, le Simurgh depuis quelques mois déjà, puisque le prototype est chez nous depuis cet automne. Et puis, en parlant de prototype, on a des nouveautés qui arrivent, donc il faut bien les éprouver avant qu'elles arrivent sur le marché. Donc, VAE du lundi au vendredi et les week-ends plus en format musculaire. Ces derniers temps, on fait beaucoup les week-ends à vélo en famille, donc Riverside Touring 920 pour le côté aventure. Super. La question a déjà été légèrement évoquée, mais est-ce que vous êtes tous est-ce que vous pratiquez le vélo taf, oui ou non? Et voilà, et comment ça se, est-ce que vous allez au boulot en vélo? Est-ce que vous travaillez à vélo? Oui, Refaire le tour, du coup, moi j'ai toujours pratiqué le vélo taf dans la majeure partie des boulots que j'ai fait. Je me suis toujours débrouillé pour habiter pas trop loin du boulot. C'est de plus en plus vrai depuis qu'on travaille sur micro-cargo parce que l'atelier est pas très loin de la maison. Donc vélo taf toujours, effectivement. Donc Grenoble, vélo taf, ça marche. Même si a priori il doit y avoir un petit peu de relief, mais Ouais. Voilà. Jérôme? Du coup, moi, j'ai eu l'occasion de faire 10 ans de livraison à vélo là, au début. Donc, il y a eu une grosse période de boulot à vélo, parce qu'on faisait à peu près 10 000 km par an par livreur là. Et maintenant, depuis 4 ans, plus sur la dynamique produit au sein de la SIC tout en vélo, là, effectivement, on est plus sur du vélo taf. Et comme par chez nous, on a quand même des problématiques d'accès au foncier, on a peu de foncier industriel, donc on est légèrement en dehors de Rennes, ce qui fait que ça fait du vélo taf sympa d'une quinzaine de kilomètres, 15 à 20 kilomètres par jour, là, selon les personnes. Donc, ça permet de s'entretenir, un peu de battre la sédentarité quand on est trop assis au bureau à faire des devis ou des visios comme on est en train de le faire actuellement. Ok, merci. Oui, c'est vrai que j'ai vu quelques livreurs ou même quelques gérants de SCOP en Île-de-France qui, quand ils ont arrêté de faire du vélo, voilà, ça s'est vu sur leur ligne. Donc il faut tenir la ligne. Merci Thomas. Merci Jérôme. À toi Thomas. Oui, vélo taf, je dirais plutôt vélo vie. Hein. Enfin, c'est le vélo pour tout faire. Hein. Enfin, moi, je fais même pas 10 mètres, je pense, à pied. Donc, faire les courses, tout faire en vélo. Ouais. La voiture pour les vacances. D'accord. À Toulouse, on en reparlera, mais à Toulouse, ça marche bien, justement, la circulation à vélo. Oui, on essaie, on s'impose. Benjamin, à Bourg-en-Bresse, est-ce que les hivers sont pas… Évidemment, vélo taf, on a la chance d'avoir une ville très cyclable et un maire qui défend cette cause-là. Mais vélo taf, déjà, avant d'être à Bourg-en-Bresse, puisque j'essaie jusqu'à 400 km de vélo par jour pour le vélo taf, pour aller travailler. Alors ça, c'était vraiment extrême. Aujourd'hui, j'en fais plus que 44 quotidiennement. Et comme je suis commercial et sur les routes, j'ai toujours un vélo sur le porte-vélo de la voiture parce que le Radior sur l'autoroute, ça fait mauvais genre. Donc, toujours un vélo avec moi quand même. Ah bon? On en reparlera parce qu'il peut peut-être y avoir des séquences. On n'aura pas d'autre choix que de prendre la voie rapide. Je te le souhaite pas quand même. D'accord.
Alors bon, c'est pas une surprise, c'est pas une surprise. Vous êtes, on a autour de la table aujourd'hui des vélos taffeurs accomplis. Est-ce qu'il y a une anecdote, une histoire comme ça avec le vélo qui vous a marqué particulièrement et que vous auriez envie de partager rapidement parce qu'on n'a pas toute la nuit, mais voilà, est-ce qu'il y a une petite histoire croustillante de votre histoire avec le vélo qui vous revient en mémoire et que vous avez envie de partager? Ouais, pour ma part, dans une autre vie, j'ai eu la chance d'aller en Antarctique. Antarctique, on s'imagine pas bien le vélo, mais finalement, sur la base de Concordia, il y a des vélos pour bosser. On roule dans la neige. Et un jour, avec les collègues, on s'est dit, tiens, on se ferait bien une petite course. On a essayé, il faisait moins 40, on a souffert. J'imagine. Oui, le vélo taf en Antarctique, c'est pas la première fois, c'est pas la première chose à laquelle on pourra penser, effectivement. Bah, c'est croustillant. Merci Simon pour ce partage. Jérôme. Du coup, moi, c'est un peu ma rencontre avec le déménagement à vélo en 2009 là, à Montréal. Je faisais du vélo taf justement et là, j'ai croisé 3 cyclistes avec des remorques énormes qui transportaient des meubles. Et bah, je me suis arrêté, je les ai regardés et là, j'ai vraiment compris ce que j'allais faire les 10 prochaines années de ma vie. Et du coup, il s'avérait que l'une de mes collègues était la coloc du patron de cette boîte-là. Et donc, j'ai pu bosser pour lui 2-3 semaines avant de rentrer en France. Et voilà, à peine rentré en France, on a lancé l'activité sur Rennes de livraison à vélo et de déménagement à vélo. Et voilà, aujourd'hui, je ne le regrette pas. Et c'est sûr que ce premier déménagement après que j'ai fait à vélo, c'était voilà, c'est vraiment un super souvenir en fait de voir les yeux des gens, la manière dont ils regardent, et même encore aujourd'hui finalement, hein, quand on se balade dans Rennes avec une remorque avec des meubles, même si on fait ça depuis 2009 sur la ville, ça reste toujours quelque chose qui surprend. Et donc, c'est vrai que ça, c'est un truc dont on se rappelle et qui motive pas mal aussi pour montrer la capacité du vélo, quoi, finalement. Oui, c'est clair que le déménagement à vélo cargo, c'est ce que disent pas mal d'acteurs à qui il arrive de le faire. C'est pas une activité, c'est pas leur activité principale, mais par contre, c'est souvent celle qui attire le plus les regards, notamment de la presse, des médias ou même des passants. Donc en termes de. C'est un gros levier de com, effectivement. Hein, ça fait venir les journalistes aussi. Donc voilà, il faut l'utiliser aussi comme ça, quoi. C'est sûr. Et accessoirement, ça déménage, parce que c'est pas que et pour ça les. déménage aussi efficacement, effectivement. Thomas, une petite anecdote. En soi, il y en aurait plein, mais moi, je garderais quand même un peu comme Jérôme, en fait, ma découverte du vélo cargo. Et c'était à Bruxelles il y a 16 ans. Et en fait, ça semble toujours anecdotique, mais il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas dans la ville. Et moi, je voulais pas être livreur à vélo cargo. Je voulais juste être livreur. Et en fait, le gars m'a donné un vélo cargo. Et depuis, je suis amoureux du vélo cargo. Et j'en ai, et j'en fabrique, et j'ai mon entreprise, et tout le monde en souffre autour de moi, mais voilà, c'est à cause de cette rencontre avec le vélo cargo, ben me voilà dans cette aventure de vie, quoi. Et c'était chez qui à Bruxelles? Chez Dioxyde de Gambette, donc une très bonne personne d'ailleurs que tu devrais passer voir puisqu'il a quitté Dioxyde de Gambette pour monter un café vélo le long de la Via Rona, un peu après Bourg-en-Bresse, sur le chemin de Lyon. Donc, je pourrais te donner l'adresse. Oui, avec plaisir. Mathieu. D'accord. Et voilà, par contre, Dioxyde de Gambette, c'est vraiment développé, c'est transformé un peu sur le modèle de Tout en vélo, une SCOP d'activité, une coopérative d'activité, pardon. Et donc c'est assez intéressant. Super. On était avec les gens de Cargo Vélo la semaine dernière à Radio Campus. On a croisé les filles de Cargo Vélo. Benjamin, ton expérience croustillante à vélo. Je vais faire très court parce qu'il y en aurait plein et ça pourrait faire l'objet d'un épisode entier d'1 heure.
Non, moi, ce que je retiens, c'est les souvenirs en famille ou entre copains quand on part sur plusieurs jours, de voir soit les gamins s'éclater sur leur tout petit vélo, 10 pouces ou 20 pouces, à tracter à la fin de la journée et dans les remorques, et puis partager des bons moments avec les copains dans les refuges quand on fait des petits week-ends en montagne. Super. Ben voilà. On voit à travers ces différents témoignages la diversité du monde, de l'univers du vélo et toutes les possibilités que ça ouvre en vacances, en voyage, à l'étranger, près de chez soi, au travail, etc. Et c'est pour ça qu'on aime le vélo. Alors, on va commencer donc l'idée, ce qui nous a rassemblés, c'est que lorsqu'il s'est agi pour moi et pour Nathan de rentrer dans le vif du sujet, à savoir avec quel vélo on allait faire notre Tour de France. Il y avait plein de possibilités, il y avait plein de choses qui étaient possibles. Moi, en tête, j'avais un cahier des charges, entre guillemets, qui était assez simple. Je voulais que ce soit du matériel le plus possible, enfin autant que possible, produit en France. Je voulais travailler avec des acteurs français. Donc j'avais plusieurs pistes comme ça. D'un point de vue là pour le coup personnel, pour la façon dont je percevais ce que pouvait être l'impact potentiel de ce Tour de France à vélo, j'étais intéressé par le fait que ce soit une marque qui ne soit pas encore connue, de façon à ce que justement ce Tour de France et le fait de sillonner comme ça à travers tout le pays, que ce soit une opportunité pour cette marque de se faire connaître. Et autant il y a d'autres marques sur lesquelles ce type d'événement n'aurait pas eu d'impact parce qu'ils avaient déjà une notoriété importante, autant pour d'autres, j'imaginais qu'il y avait la possibilité d'avoir un petit gain comme ça en visibilité. Une des conditions aussi particulières, c'est que je savais que j'allais utiliser plusieurs fournisseurs et qu'il fallait que tout le monde puisse travailler ensemble. Parce que je crois, encore une fois, beaucoup à la coopération et que je pense que dans tous les domaines, et en particulier dans le vélo, pour arriver à réindustrialiser, à reproduire en France, à retrouver des solutions pertinentes, il faut arriver comme ça à faire fonctionner ensemble, travailler ensemble différents acteurs. Donc il fallait que tout le monde accepte de jouer le jeu, ce n'était pas forcément évident. Donc assez rapidement, à la fin de l'année dernière, j'ai fait la rencontre de Benjamin, qui m'a parlé de ces vélos et notamment d'un projet qu'il avait en cours de lancer pour enrichir la gamme qui proposait déjà un VAE, que Radior avait donc le projet pour 2025 de sortir un biporteur. Et quand il m'a raconté l'histoire de ce biporteur, la genèse de ce biporteur, la façon dont il avait été conçu et développé, avec Thomas justement, ça m'a particulièrement intéressé parce qu'on était complètement dans l'esprit de la démarche que je viens de décrire. Et puis voilà, après, de fil en aiguille, d'autres acteurs sont venus se greffer parce qu'il fallait une remorque, parce qu'il fallait un aménagement sur la remorque, et que en échangeant avec les différents acteurs qui sont aujourd'hui autour de cette table, on a vu une envie commune de faire aboutir ce projet, et c'est ce qui fait que tout le monde est là aujourd'hui. Alors, on va commencer, si vous voulez bien, on va commencer par le vélo. Benjamin, est-ce qu'en quelques mots, tu peux nous présenter Radior, ce que fait Radior et comment on est arrivé au projet de biporteur, et ça fera le lien avec Thomas qui présentera son apport dans ce projet. Ça marche, je lui laisserai évidemment, je ne vais pas tout spoiler, je lui laisserai de quoi discuter. Alors pour l'anecdote, avant de commenter, le premier échange qu'on a eu ensemble, Franck, et du coup je pense que ce n'était pas le fruit du hasard, j'étais sur la route à nouveau, sur le périphérique de Rennes, je ne sais pas si on l'appelle comme ça, et pas très loin je pense de chez Jérôme, donc comme ça permet aussi de boucler la boucle. Donc Radior, on est, comme tu disais, tu as Bourg-en-Bresse, donc on conçoit, on fabrique, on attend du vélo à puissance électrique, vraiment fabriqué en France. Et ce projet, en fait, depuis déjà quelques temps, avec mon collègue François en charge de l'industrialisation, on suit tous les deux de près sur le côté perso ce que faisaient Thomas et ses compères chez Dodge.
Et on s'était dit déjà depuis un petit moment, il faudrait qu'on les contacte, il faudrait qu'on les contacte. Et on s'est croisé, enfin, on s'est manqué, pardon, au Pro Days. Et à la sortie des Pro Days, j'ai appelé Thomas en lui disant, voilà, est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que c'est un projet qui te parle? On part du Phoenix, donc notre premier modèle, notre VAE vraiment dans la forme la plus classique. Et avec votre philosophie, on en fait un biporteur. Et a priori, et il le confirmera après, mais ça a bien, enfin, ça a fait tilt chez Thomas, ça a fait tilt chez Bosch, de se dire on fait biporteur en moteur Valeo, 130 Nm, boîte de vitesse automatique, c'est chouette, ça existe finalement pas ou quasiment pas sur le marché. Il y avait un acteur qui proposait cette motorisation, mais on arrivait à quelque chose de différent, un peu plus dans l'air du temps et moins taillé à la star. En tout cas, un cadre un peu plus esthétique. C'est un avis tout à fait personnel et tout à fait subjectif. Donc, ça s'est fait comme ça. On a fait matcher, on a mis en commun nos bureaux d'études. Et finalement, en quelques mois, on avait le premier proto qui commençait à rouler au moment où on a débuté cet échange. Je ne vais pas trop en dire. L'idée, c'est de donner la parole à Thomas et qu'il puisse livrer sa version de l'histoire. Mais voilà comment ça s'est fait. Aujourd'hui, le cargo, donc, il est roulant. Tu vas aussi avoir cette primeur et certainement avoir le cargo le plus kilométré d'ici quelques semaines. On l'a de notre côté pour l'instant pour un petit moment avec ce proto qui a pas mal roulé, mais d'ici la fin du mois de juin et début du mois de juillet, tu nous auras très certainement dépassé en termes de kilométrage. Alors Thomas, la rencontre avec Radior et comment ça se, voilà, d'abord comment ça s'est inscrit dans ce qu'était l'activité et le projet de Bosch et comment s'est passée la collaboration. Oui, alors juste avant de commencer, d'ailleurs, tu vas même avoir le privilège d'essayer le vélo avant nous, puisque moi, je ne l'ai jamais essayé. Donc, j'espère qu'il sera vraiment bien, comme on l'a dit. Mais en tout cas, il y a pas quel monde qui a roulé avec, donc je suis assez content. Oui, tout ce qu'a dit sur la jeunesse Benjamin, je ne reviendrai pas dessus, puisque ça s'est passé comme ça. Moi, j'avais au Pro Days donc lancé un peu l'idée sur le stand de la convention du vélo Made in France, le fait que nous voulions mutualiser. Donc, tu parlais, toi, de coopération. Moi, je préfère même parler aujourd'hui de mutualisation, puisque je pense qu'une part de l'avenir est dedans, surtout en France. Et pour moi, parce qu'il était clair depuis le début qu'on pouvait mutualiser notre partie avant de cargo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on utilise des cadres de réemploi à l'arrière, mais pourquoi ne pas mettre des cadres, on va dire, neufs sur la partie arrière, tant qu'ils sont en acier? Tout est compatible, on peut le faire. On l'avait déjà fait, nous, cette histoire, avec une autre marque de vélo française, donc qui s'appelle Bikeul, qui est à Annecy, qui fait des vélos assez particuliers, pas des fat bikes, mais voilà, on est dans un autre esprit. Hein. C'est Annecy, quoi. Donc, en gros, eux, pareil, ils font leur vélo en France, ils le dessinent en France. Ils sont venus à l'atelier avec un cadre de vélo et Cédric, un des fondateurs, lui, qui s'y connaît en soudure, est même venu le souder avec nous, le vélo. Donc, tout ça pour dire que de l'idée de faire un cargo au cargo, en fait, il s'est passé quoi? Quelques échanges de mails, coup de téléphone. Il est venu, en 1 jour et demi, c'était plié. Il est reparti à Annecy avec un vélo cargo. En fait, ça montre aussi que pour développer un vélo cargo, il n'a pas fallu beaucoup de temps, ni beaucoup de matière, ni beaucoup d'énergie, ni beaucoup d'argent. On a gagné tous du temps à faire ça. Nous, on s'y retrouve parce que, bon, on ne va pas le dire, hein, Jérôme pourra rebondir sur ça, mais bon, on fait des biporteurs tous, chacun de nos côtés, mais il n'y a personne qui a réinventé le vélo. Hein. Donc, tout est pareil, ce sont tous des plateformes à l'avant. On essaie tous de trouver un moyen peut-être d'augmenter la rigidité, tout en gardant un peu de légèreté, tout en gardant le fabriqué en France, mais il ne faut pas que ça soit trop cher non plus parce que ça s'envole vite. Voilà, l'intelligence, elle est là, mais si nous, on met déjà cette intelligence dedans, autant la partager avec d'autres et de trouver un peu un moyen de faire un cargo. Donc, pour nous, c'est ça le cœur vraiment de ce vélo. C'est vraiment de la mutualisation et symbolique de ce que doit être aujourd'hui la filière du vélo en France. Hein, parce qu'on ne va pas s'en sortir à tous faire des vélos cargo chacun de son côté. Hein. On l'a vu, hein, le marché souffre. Soit on souffre tous ensemble, soit on travaille tous ensemble. Ok.
Merci Thomas. De rien. Alors, une fois qu'on avait, on reviendra quand même un peu plus tard si on a le temps sur la genèse de la genèse, c'est-à-dire sur l'histoire qui est à l'origine de la renaissance de Radior, parce qu'en soi, moi ça fait partie des éléments qui m'ont séduit et qui m'ont amené à choisir Radior. En l'occurrence, j'ai essayé déjà le Simurg à Bourg-en-Bresse et c'était sympa. Alors, une fois qu'on avait un vélo, il fallait une caisse. Et il fallait surtout une caisse adaptée. D'abord parce que c'était un besoin. Moi, j'ai voyagé déjà avec un vélo cargo. Voilà, un des obstacles, un des petits inconforts qu'il peut y avoir quand on voyage avec un vélo cargo, avec une caisse classique, c'est qu'on est tout le temps à aller chercher au fond de la caisse, à tout déballer pour aller chercher les affaires qu'on a au fond de la caisse. Donc moi, j'avais besoin d'une caisse tout simplement avec un tiroir sur le côté, avec potentiellement quelques aménagements. J'avais aussi cette idée d'organiser cette émission telle qu'elle va avoir lieu sur le tour, c'est-à-dire pas en visio, mais en live avec des invités qui prennent place autour du vélo cargo, donc avec des chaises hautes qui sont disposées autour du vélo cargo. Pour ça, il fallait que la caisse avant puisse se transformer en une sorte de table. Donc voilà, j'avais ces quelques requêtes en tête. Et ce qui m'a intéressé chez Tout en Vélo, c'est notamment, en dehors de leurs activités de fabrication de remorques, tout équipées, etc., c'était notamment cette spécialisation qu'ils ont développée au fil des années sur l'aménagement particulier et sur mesure de certains équipements, comme des caisses à l'avant, des caisses à l'arrière ou des aménagements de remorques. Donc c'est là où j'ai sollicité Jérôme pour voir s'il y avait la possibilité et sur quelle base et de quelle façon il pouvait intervenir. Donc Jérôme, est-ce que tu peux partager ce qui a été, comment t'es rentré dans ce projet, quelles difficultés ça a rencontré ou quelles questions ça a posé et comment ça s'est passé de ton point de vue? Une fois que tout a été calé, c'était facile. Il y a eu un petit peu de temps de calage, on va dire. Donc ouais, effectivement, nous, tu nous as sollicité là pour la caisse. Nous aussi, dans une logique de mutualisation et de pas réinventer la poudre. Voilà, comme il y a une caisse déjà sur l'avant de biporteur de chez Bosch, on s'est dit que ce serait plus intéressant de récupérer cette base de caisse et de consacrer plutôt nos moyens, notre énergie sur l'aménagement, parce que ne pas cogiter la forme de la caisse, l'intégration, les perçages, enfin mine de rien, il y a des choses qui se développent vite, mais il y a des choses aussi où il y a toujours des petites subtilités. Nous, on est un peu dans ce cadre-là, un peu dans tout ce qu'on fait tous les jours. Finalement, on est entre le sur-mesure et la série, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on maîtrise très bien, mais qu'on fait sur différents véhicules et tout ça. Donc, il y a toujours pas toujours, mais quasiment toujours une part d'expérimentation, d'adaptation. Hein. Typiquement, là, on avait tes idées, tu vois, d'aménagement qui, sur le papier, sont assez simples. Un tiroir en bas, un étage au-dessus, une table qui se déploie. Après, effectivement, quand on rentre dans la technique, comment on intègre le tiroir, quelle taille il fait, est-ce que si je crée mon tiroir, ça n'empêche pas de fixer la caisse sur le vélo, comment je fais tout. Et en fait, il y a une multitude après de paramètres qu'on anticipe difficilement en amont. Et là, clairement, on n'avait pas le temps de faire une étude approfondie sur la base d'un 3D. Hein. Il a fallu fabriquer ex nihilo, on va dire. Hein. On a reçu la caisse, on a fabriqué direct, ce qui est aussi sympa pour l'atelier. Hein. Et donc là, on a réussi à répondre à ta demande, c'est-à-dire, si je la schématise un peu, d'avoir un tiroir bas, toi, pour tout ce qui est un petit peu couchage et ce que tu ne vas pas utiliser au fil de la journée. Une petite tablette en déployage rapide de l'autre côté pour si tu t'arrêtes boire un café ou papoter rapidement ou manger le casse-croûte sur ton étape. Et puis un module qui représente la taille du couvercle au-dessus, qui vient se déployer, se mettre sur pied, qui fait office d'une table haute en fait autour de laquelle on peut tourner finalement, ce qui peut être la contrainte des fois
la caisse parce il y a le vélo de chaque côté, donc c'est pas toujours évident de créer un espace convivial. Là, ça permet un peu de déporter l'espace et d'avoir un volume sympa. Donc voilà, on a beaucoup apprécié travailler là-dessus, voir aussi le travail qu'il y avait déjà fait en amont sur la caisse de chez Bosch. Et puis c'était l'occasion de coopérer pour la première fois de manière très concrète avec Bosch. Donc c'était plutôt cool. Super. Bah, tant mieux si le projet a permis cette collaboration. Et alors, donc, sincèrement, si on avait plus de temps, on aurait réfléchi, Jérôme et Simon, à un aménagement de la remorque, mais voilà, là, le temps s'accélérait, ou en tout cas l'échéance approchait, et les uns et les autres étant pas très dispo, à commencer par moi, on a préféré en rester là, mais assez rapidement dans mon projet, il s'est avéré qu'il serait pertinent que j'ai avec moi quelqu'un pour m'aider sur la partie création de contenu, et notamment prise d'image. C'est pas du tout mon truc, et puis j'ai pas forcément, j'ai ni l'œil, ni le temps, ni l'énergie à consacrer à faire ça. Et il se trouve que j'ai à la maison un jeune garçon de 20 ans, qui est mon fils, et mon fils cadet, qui avait terminé un cycle d'études où il avait travaillé justement en photo et un petit peu en vidéo. Et il était en année de césure, et il était dispo, et il commençait à me dire, tiens, je pourrais venir te rejoindre sur une étape ou une autre, etc. Puis à force d'en discuter, on s'est dit, pourquoi ne pas accompagner sur l'ensemble du tour. Donc quand on en est arrivé à cette configuration-là, il lui fallait lui aussi un vélo. Et l'idée a été retenue de prendre un vélo classique, donc un vélo tracteur, avec une remorque. Donc Radior était disponible et disposé à accompagner le projet en fournissant un deuxième vélo, ce qui était très précieux à ce moment-là, de ne pas avoir une nouvelle démarche à entreprendre pour chercher un deuxième vélo. Il était aussi important pour nous que ce deuxième vélo ait certaines similitudes avec l'autre, c'est-à-dire concrètement, même batterie, même système, qu'on ait un partenaire unique en termes d'assistance, de support, etc., pour qu'on s'assure que là, on n'est pas à gérer de multiples partenariats en cas de problème avec l'un ou l'autre des vélos. Donc, on a validé le choix du Radior comme tracteur, même si il y avait d'autres options qui nous auraient séduites aussi. Et pour la remorque, nous avons opté, là encore, pour une solution qui m'a paru… alors, on avait une contrainte parce que le Radior, à ce stade, au moment où on en était de ce projet, ne pouvait pas accueillir de support de remorque sur les bases, comme le sont la plupart des modèles, tous les modèles d'ailleurs, proposés par Tout en Vélo ou même Fleximodal. Donc on avait cette contrainte d'aller chercher une remorque qui soit à attache tige de selle, et parmi les différents acteurs avec qui on a discuté, la discussion c'est très bien enclenché avec Simon et Microcarbo. Donc, Simon, est-ce que tu peux nous faire part de ton expérience à toi, la façon dont tu es arrivé dans ce projet et comment ça s'est passé pour toi? Yes. La première fois qu'on s'est rencontrés, c'était à Marseille l'année dernière, au forum de la cyclo-logistique des boîtes à vélo. Ouais. Je crois que tu finissais ton Tour de France, vis-à-vis du polar que tu avais écrit. Ouais. On n'en a pas discuté à ce moment du projet Tour de France à vélo cargo, mais j'ai vu que tu avais un certain entrain avec ce sujet de pouvoir faire du vélo un vecteur de com finalement pour tout le domaine de la cyclo-logistique. Et finalement, le projet j'ai vu quelques publications sur LinkedIn de ta part, mais ça m'est un peu sorti de la tête, et j'ai quelqu'un un jour qui me dit attends, mais sinon, t'as vu ce gars, il fait un Tour de France à vélo cargo, tu devrais l'inviter à l'atelier quand il passe à Grenoble. Donc là, je me dis mais attends, je le connais, on s'est rencontrés à Marseille, donc je t'ai contacté pour te proposer de passer. Et c'est là que tu m'as fait part du besoin effectivement d'une remorque pour Nathan, donc une remorque plutôt d'assistance et plutôt en 3 roues.
Et il s'avérait que nous, le modèle 3 roues arrivait à maturité. Donc on avait des modèles de roues qui étaient dédiés au transport de vélo, et on a ensuite développé un modèle 3 roues à la base électrique, puis simplement tiré par un vélo électrique, mais sans assistance sur la remorque. Et là, on a ce modèle 3 roues qui arrivait à maturité. Je me suis dit, tiens, je pense que ça collerait bien au projet de Franck. Ça collait bien aussi avec ton besoin d'avoir une attache centrale au niveau du tube de selle. Donc, je dois dire que tu as été un des clients les plus faciles pour nous, hein. Au niveau spécification, ça a été assez rapide. Les dimensions, le besoin d'une attache centrale, pouvoir faire un petit peu de com sur les flancs de la remorque et en avant. Donc, on a assez vite validé le design. On a pu ensuite se rencontrer avec Benjamin de Radior pour vérifier qu'il n'y avait pas de lézard sur la connexion entre la remorque et le vélo. Je me faisais pas trop de soucis puisque les remorques à attache centrale comme ça sont pas très contraignantes et on a assez facilement le raccordement. Et ensuite, on a avancé sur la fab de ta remorque. Derrière, effectivement, on a failli pouvoir bénéficier d'une caisse de tout en vélo. C'est dommage que c'est pas pu se faire, et je pense que ce n'est que partie remise pour un prochain projet peut-être. Alors oui, effectivement, je rebondis sur le point que tu soulevais, parce que pourquoi 3 roues? Parce que moi, une de mes requêtes, c'était qu'on veut pouvoir utiliser au début, on voulait l'utiliser tout le temps, puis on a laissé l'idée, mais on veut pouvoir régulièrement embarquer un caméraman sur la remorque. Donc on veut que quelqu'un soit assis dans la remorque en train de prendre des images et qu'il soit comme ça tracté par le vélo. Dans la perspective de le faire, non pas juste un petit one-shot comme ça pendant quelques heures dans le centre de Paris, mais de le faire au long cours sur des étapes plus longues, etc. Il était important que la remorque ait une stabilité, une sécurité au-delà de ce que peuvent proposer des remorques à 2 roues. Donc c'était important pour nous d'avoir ces 3 roues. Il y avait, ce qui était très intéressant aussi, c'était la réactivité de Microcargo qui a donc conçu et fabriqué cette remorque pour nous, notamment sur sa longueur. On n'avait pas besoin d'un plateau de 150 à l'arrière, donc on a fait un plateau un peu plus court. Et toute cette réactivité, cette vitesse d'exécution nous a permis de faire aboutir le projet. Oui, on s'est mis d'accord là-dessus, on était quoi, en janvier ou février, et ça s'est fait en quelques semaines. Donc ça, c'est super. Et c'est ça, moi, qui m'intéresse, c'est le sujet que je voudrais qu'on aborde maintenant, c'est que on a l'impression, en vous écoutant, que ce soit Benjamin au niveau de la fabrication, du lancement de la fabrication du vélo, du Radior, et vous trois que quelque part, il suffit d'une discussion, il suffit d'avoir envie, il suffit d'avoir autour de soi, évidemment, alors ça c'est plus compliqué, mais il suffit d'avoir autour de soi quelques ingénieurs ou quelques designers compétents, et puis voilà, quoi, on prend la décision, on y va, et en quelques semaines, on fait aboutir un projet. Est-ce que c'est aussi simple que ça ? Je ne sais pas qui se lance, Jérôme. Après, il y a plein de projets différents dans l'univers du cargo. Après, en fait, les idées naissent vite, des protos peuvent vite naître. Après, on est sur des objets roulants qui sont assez régulièrement très contraints, hein, que ce soit Microcargo, Bosch, et puis sur le modèle fait avec Radior aussi, ça va être des vélos qui vont être utilisés par des pros. Il faut s'imaginer qu'un usage professionnel d'un vélo, c'est une aventure qui n'a rien à voir avec un usage vélo-taf, par exemple. Donc, ce qui est sûr, c'est que on est dans un milieu où ça fourmille d'idées, il y a plein d'acteurs qui veulent proposer des choses, il y a plein d'idées, il y a potentiellement pas mal de collaborations aussi. Donc effectivement, les idées peuvent naître assez vite. Après, sur la réalisation et les évolutions, les itérations avec des périodes de test et tout ça, finalement,
le développement d'un produit après peut être très long. Là, enfin, je prends l'exemple, nous, là, on est sur le développement d'une remorque auto-freinée avec une charge utile de 300 kg. C'est un sujet sur lequel on travaille depuis 3 ans maintenant, là, avec une démarche d'éco-conception et tout ça. C'est quelque chose qu'on n'aurait pas créé les produits comme ça avant. Aujourd'hui, il y a aussi une phase de professionnalisation de la filière, hein, du métier. Il y a une dimension parfois où on recherche aussi une capacité un peu d'industrialisation. On ne sait jamais si demain tout le monde se met à faire du vélo. Après, on voit qu'en ce moment, c'est un peu moins la folie qu'il y a 2-3 ans, mais ça va repartir. Du coup, voilà, c'est clairement pas anodin de fabriquer un vélo, mais ce qui est intéressant, c'est ce fourmillement d'idées qui est toujours présent, quoi. Alors justement, il y a ces éléments qui peuvent être des éléments de bon sens, mais au-delà du bon sens, il y a la réglementation. Elle dit quoi aujourd'hui, la réglementation? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut pour faire, je ne sais pas, homologuer un véhicule et avoir l'autorisation de le mettre sur la route? Benjamin, vous avez fait ça il n'y a pas très longtemps. Donc, c'est quoi la démarche pour être dans les clous et pouvoir mettre un vélo sur la route en respectant les contraintes réglementaires? Alors aujourd'hui, si on parle cargo, très sincèrement, il n'y a pas grand-chose. Il y a une norme qui a été publiée, sur lequel il n'y a pas encore de décret sur son application. Donc nous, le cargo, le Simurg, il va suivre cette norme-là. On est en train de faire le nécessaire auprès du CRIT pour être dans les clous avant la publication du décret. Mais jusqu'à présent, c'était au bon vouloir du metteur sur le marché de suivre ou non une norme. L'Allemagne est en avance sur le sujet, puisqu'il y a une norme. Mais si on n'avait pas eu de publication au journal officiel de la norme en France, on aurait suivi, nous, la norme allemande. Maintenant qu'il y a une norme française qui va être mise en application, on va suivre cette norme française. Mais elle arrive finalement avec l'essor et l'envolée du nombre de cargos et de la densité de cargos qu'on peut retrouver sur les routes. D'accord. Sur les remorques, on va être sur la même dynamique, hein. Il y a du travail normatif, il y a une norme sur les remorques utilitaires, mais voilà, on n'est pas encore sur il y a encore des discussions autour de cette norme. C'est pas encore une réglementation, quoi. Donc, on va dire aujourd'hui, la grosse différence qu'il y a, ça va être, en fait, il y a ce qui relève du cycle, donc avec une assistance jusqu'à 25 km/h, et ce qui relève plus du cycle avec des vélos qui vont avoir des motorisations plus puissantes ou des choses comme ça, où là ça sort du coup de la réglementation cycle, quoi. Mais du coup, c'est un sujet qui est effectivement en devenir. Okay. Et peut-être réglementation, hein, c'est finalement le nerf de la guerre. Hein. Tu disais tout à l'heure, et Jérôme le disait aussi, il y a plein d'idées, plein de mutualisation à faire, mais les envies, les convictions ne suffisent plus, même quand on a l'outillage et l'investissement industriel, puisque la réglementation vient un peu cadrer l'ensemble de ces idées et parfois les freiner aussi. Justement, parce que j'ai pas compris ça encore dans vos réponses, est-ce que à un moment, avant de pouvoir mettre un produit sur le marché, est-ce qu'il y a un processus, je sais pas, de validation de sa solidité? Est-ce qu'il faut le faire passer sur un banc, ou enfin voilà, est-ce qu'il y a un organisme comme ça par lequel il faut obtenir la validation avant de mettre un produit sur le marché? Jérôme, tu as levé la main. Ouais, après, je ne veux pas monopoliser la parole, hein, si vous voulez y aller, mais effectivement, aujourd'hui, on n'a pas ça, mais dans la norme, effectivement, tu as cette notion de test avec nous, par exemple, on a l'occasion de participer aux ateliers de discussion autour de la norme, et je pense aussi à des acteurs comme Fleximodal via les boîtes à vélo France aussi, qui sont très actifs sur ce sujet et qui font vraiment un travail où ils portent la filière. Fleximodal, pour ceux qui ne les connaissent pas, c'est des fabricants de remorques qui sont pas loin de chez nous, où on a vraiment une équipe avec de l'expertise aussi sur toute la partie ingénierie et tout ça, et qui est très active sur la partie normative. Et eux, notamment, par exemple, ils ont développé eux-mêmes un banc de test
que là, nous, on aimerait utiliser dans le cadre de la commercialisation de notre nouveau produit. Et donc, eux, en fait, sont, on va dire, en avance sur la réglementation. Donc, on a vraiment cette volonté de professionnalisation de la filière avec des choses qui se mettent en place. Effectivement, aujourd'hui, on ne sort plus une remorque comme on a pu la sortir il y a 10 ans potentiellement, et c'est normal, hein, le marché, il évolue, mais on est plutôt dans des démarches proactives de certains acteurs et qui arrivent aussi à un stade de maturité où ils ont peut-être plus la capacité de faire ça que quand on débute. Voilà, c'est sûr que c'est pas la même chose. Et du coup, ça vient faire évoluer le marché, mais voilà, encore une fois, c'est ce qui est demandé aussi, nous, quand on participe sur les discussions autour de la norme, c'est aussi de demander, dans le cadre de la norme, de demander des choses réalistes, puisqu'en fait, d'aller demander des tests typés industrie automobile à des fabricants comme nous, Microcargo ou Bosch, c'est pas réaliste. Donc, il faut aussi nous s'emparer de ce sujet parce qu'on est amené à participer et aussi le mettre en corrélation avec la réalité du terrain, on va dire, et les moyens que nous, on peut avoir à mettre en œuvre pour faire ces tests, quoi. D'accord. Oui, on est toujours dans ce débat entre la libre entreprise, libérer la créativité, une certaine forme d'innovation et un petit peu d'audace parfois liée à des pratiques artisanales qui sans aucun, au contraire, au sens noble du terme, mais qui au moment de devoir s'industrialiser, ça pose d'autres questions, ça demande d'autres moyens. Tu citais Fleximodal en disant il fabrique des remorques. Oui. C'est une industrie effectivement dans laquelle je trouve qu'on a la chance d'avoir un peu des grands frères, quoi. Fleximodal pour les remorques, 12 cycles pour les vélos, des gens qui ont ouvert la voie avec beaucoup d'ambition et avec beaucoup de compétences, d'expertise, et qui aujourd'hui permettent à d'autres acteurs de venir bénéficier d'une expérience et de s'appuyer sur ce vécu-là pour porter des projets, comme tu le dis, avec moins de moyens, mais pas forcément, avec des ambitions peut-être plus locales aussi, mais il est important que tout ce monde-là puisse continuer à travailler. Thomas, toi, alors, est-ce que tu as été confronté justement à ce type de… Est-ce qu'il y a à un moment un problème de légitimité justement quand on arrive sur le marché et qu'on peut être un peu toisé par des plus grands ou justement par des gens qui viennent de parties du marché qui sont beaucoup plus industrialisées. Comment est-ce qu'on arrive justement à gagner une crédibilité et à trouver sa place sur le marché quand on est un jeune, un nouveau joueur et avec moins de moyens? Il faut être honnête, en fait. C'est un peu bête à dire, mais nous, on ça est aide souvent, ça. Ouais, ça manque à beaucoup, hein, donc c'est toujours bien de le rappeler. Donc, ce qui est intéressant, nous, ça fait presque 5 ans que j'ai lancé ça. Au début, nous, on travaillait avec une entreprise italienne qui s'appelle Officine Recycle, qui sont à Modène. En fait, moi, quand j'ai commencé le vélo cargo, quand j'ai découvert le vélo cargo, il y avait rien sur le marché. Il n'y avait absolument rien. On regardait des bullites et il y avait 12 qui arrivaient. Voilà. Enfin, je veux dire, il y avait les modèles hollandais et danois. Mais c'était fini. Donc, nous, on a commencé à faire ça. Alors, je m'en souviens, pour la petite histoire, je ne sais pas si Jérôme s'en souvient, mais je pense que Jérôme m'avait contacté à l'époque quand il y a quasiment 5 ans, je vendais un modèle sur le Bon Coin. Mon tout premier vélo que j'avais fabriqué, et je le ramenais d'Italie à l'époque et je le vendais sur le Bon Coin. Il y avait Jérôme. Alors, c'est à lui qu'il faut demander la crédibilité, puisqu'avant, le vélo était vendu 1 200 € sur le Bon Coin. Je me souviens, il était jaune. Il était jaune et aujourd'hui, bon, on est plus autour des 2 900 €, mais bon, c'est plus du tout le même vélo. Mais oui, c'est difficile. Après, nous, on a un côté. Alors, nous, je peux rebondir sur beaucoup de choses que tu as dit. Hein, c'est que nous, déjà, on a une philosophie particulière, puisqu'on est attaché au fait de faire du réemploi. Hein. Si l'année 1 et l'année 2, on réutilisait quasiment 80% des composantes du vélo également, plus la moitié du cadre et tout ça.
Bon, aujourd'hui, les composants sont neufs. Il y a que la moitié du cadre qui est issu du recyclage, du réemploi. Et ce qui est très compliqué en soi, c'est plutôt ça la question. C'est comment tu fais pour déjà asseoir ça. Comment tu fais pour faire accepter ça aux gens. L'effort qu'il faut mettre pour vendre un cadre qui est réemployé à moitié, c'est déjà très important. Ensuite, si tu dérives sur la législation, alors là, le flou juridique qui est autour du vélo artisanal est énorme en France. C'est une des questions les plus importantes et les plus récurrentes au sein de l'Association des artisans du cycle. Même pour les vélos les plus beaux qu'on peut acheter fait en France à 15 000 €, on est sur des vélos avec des processus. Les vélos ne sont pas passés au banc. Alors, ce qui est intéressant, tu sais, par rapport au vélo cargo, c'est bon, tout ce qu'a dit Benjamin est très vrai. Il suffit d'aller sur certains sites de grandes chaînes, comme Cyclable ou autres, où on peut télécharger en fait les certificats d'homologation des vélos cargo. Et tu verras que plus de la moitié des certificats sont des auto-certifications, donc réalisées par les équipes internes des vélos cargo, donc il n'y a pas été d'idée. Donc il suffit d'avoir des processus intelligents pour pouvoir se le permettre. Je m'en souviens avoir discuté il y a longtemps encore, enfin il y a 4 ans avec d'autres personnes et au tout début. Je pense que le mot d'ordre c'était faut faire les choses intelligemment pour pas perdre cette confiance. Et donc c'est ça. Donc c'est une question assez compliquée. Nous c'est une question centrale mais qu'on a forcé. On a forcé la route. On a forcé certaines assurances à prendre en compte nos vélos, à nous assurer nous-mêmes. Ça a été un peu de la guéguerre, oui, pour le faire passer. Mais ça a accepté. On peut pas d'un côté prôner et promouvoir l'économie circulaire, l'ESS et compagnie, et d'un autre côté, en fait, mettre des bâtons dans les roues de ceux qui essayent d'en faire. Donc, les choses avancent. La filière vélo avance aussi dans ça. L'AFNOR avance dans ça également avec un label reconditionné. Donc, on y est. Il faut s'accrocher, mais on y est. Et juste pour finir, je rebondis sur ta première question. Ça paraissait si simple de mettre des personnes autour de la table et de réussir. Moi, franchement, pour moi, le travail avec Radior, c'est exactement ce que tu as raconté, jusqu'à la mise en marché. Après, il faut vendre un produit, c'est plus compliqué, bien sûr. Mais quand on a réalisé ce vélo, c'était exactement ce que tu as dit. On s'est parlé. C'était super, on s'est très bien entendu. En plus, les gars de Radior viennent de l'Est, donc quand ils disent quelque chose, ils le tiennent. Ils tiennent les délais, ils tiennent leurs paroles. C'est pas le Sud. Donc on avance vite. Ils ont tenu tout leur engagement. Ils nous ont envoyé les cadres nickel. On s'est rencontrés ensuite à Bourg-en-Bresse, à côté, à Saint-Rémy. Ça s'est très, très bien passé. Et en fait, oui, on peut réellement, quand on est un peu sûr de soi et de ce qu'on propose et qu'on est prêt à faire des concessions, et je veux dire, même en termes de budget, Radior n'a pas dépensé des énormes budgets dedans. Donc, en fait, tout était vert et on a très bien travaillé ensemble. Voilà. Donc, pour moi, c'est aussi simple que ce que tu as dit au tout début. Ouais, c'est chouette de voir qu'il y a des histoires qui se passent bien et qui se terminent bien. Juste pour préciser, moi, j'ai eu aucun problème à me faire assurer. C'est Morio Assurance qui assure les vélos. Et quand j'ai fourni les spécifications des différents vélos, des différents équipements, et il n'y a eu aucun problème. Si tu n'avais pas assuré, tu me l'aurais dit, on l'aurait appelé. D'accord. Bah oui, Jean, c'est un gars qui vient de Toulouse presque, même s'il est à Lille maintenant. Simon, toi, même question sur la fabrication de remorques. C'est une question que tu t'es posée. C'est tu es aussi dans l'autorégulation, un peu comme tout le monde. Ouais. En fait, nous, on a très rapidement fait partie de l'assaut des boîtes à vélo. On va dire quasiment à partir du jour 1. Ce qui a permis déjà de ne pas être tout seul et les questions qu'on se posait, on avait d'autres collègues qui se les étaient déjà posées, soit dans le domaine de la remorque, soit autre. Donc, du fait qu'on ait cet écosystème, qu'on ait ces grands frères, comme on disait tout à l'heure, donc notamment Fleximodal, on a aussi Cariole qui est hyper actif sur ces sujets normatifs. Nous a permis un petit peu de se déstresser sur cet aspect.
et de voir qu'effectivement, il y a un flou qui est en train de se dissiper et on arrive à des choses de plus en plus claires et précises en termes de réglementation. On fait partie aussi au sein des boîtes à vélo du collège des constructeurs, comme Tout en vélo, comme Proximodal, comme Carriol ou même Carla qui est un petit peu moins local. Ce qui permet aussi d'être au courant effectivement de ce qui se passe au niveau du Parlement, ce à quoi il faut s'attendre pour la suite, et même, alors ça je m'y attendais pas en m'inscrivant en boîte à vélo, mais et même d'avoir un mot à dire sur ces sujets avec ce lobby au niveau de la réglementation. Donc au début on s'est posé des questions. Et finalement, on a assez vite trouvé du monde pour nous guider, je vais dire, et des gens qui avaient déjà cette expérience pour pouvoir avancer comme il faut. Je voudrais qu'on passe juste un moment. Comment vous faites pour protéger, notamment vos designs, puisque là, donc il y a une question, qui fait remuer un petit peu toute la petite communauté pro vélo, mais qui, j'imagine, a un impact un peu plus sérieux et significatif sur le quotidien de Thomas. Donc, pour situer la chose, Thomas donc a créé cette société qui s'appelle Bosch Cargo Bike, et Thomas est sommé par la marque Bosch de changer de nom, plus ou moins, enfin ni plus ni moins, pour voilà des questions de concurrence ou d'image, donc ça nous amène à cette question de comment. Alors les noms c'est une chose, mais comment justement dans des logiques de collaboration, comment est-ce qu'on protège d'abord, est-ce qu'il faut protéger des designs, est-ce que vous estimez en danger d'être. J'ai entendu ça parfois, un tel m'a copié, un tel a fait la même chose que moi, je lui ai donné des informations, il en a profité, il m'a volé, etc. Comment vous abordez alors, Thomas, juste un mot sur cette situation avec Bosch, et d'une façon générale, après, qu'est-ce que tu en tires comme conclusion sur l'approche à avoir quant à protection de la propriété intellectuelle au niveau des noms, mais aussi au niveau des designs? Ouais, oui, un mot, tu as bien raison, parce que je pense que la deuxième partie de la question est beaucoup plus intéressante. Nous, c'est une guéguerre de propriété intellectuelle par rapport à un dépôt de marque et un très grand nom en face qui est très notoire, et donc il y a une politique de défense vitale de sa marque. Faut savoir qu'ils le font de manière systématique, ils en ont supprimé 42. Bon, bref, ces dernières années, il y a pas grand-chose à dire aujourd'hui. On pourrait en discuter autre chose. Moi, je dirais que soit il faut pas la déposer, la marque, soit il faut la déposer au tout début, ou si on le fait plus tard, il faut faire ce qu'on appelle une recherche d'antériorité. Ça arrive énormément, assez souvent. Donc, c'est plutôt ça que je dirais. Aujourd'hui, on est en négociation. On va voir comment on va s'en sortir. Par contre, pour tout ce qui est le reste, ça, c'est une très bonne question, et c'est très difficile parce qu'il y a beaucoup d'ego dans tout ça. C'est-à-dire que moi, en soi, je pense qu'on ne doit pas nous déposer les plans. Même moi, maintenant, je pense qu'il ne faut pas déposer la marque. Donc, je ne poserai même pas le plan. La nôtre était protégée par Bosch, finalement, donc je n'avais même pas besoin de la déposer. Donc, en gros, nous, on a signé ce qu'on appelle une NDA avec Radior, hein, par exemple, pour le partage de plans et tout ça. Ils n'auraient pas voulu la signer. Bon, ça, et en l'expliquant, la justifiant, pourquoi pas? Moi aussi, je suis. Pourquoi pas? Voilà, on peut mutualiser. Est-ce que il faut avoir toujours peur que quelqu'un nous pique quelque chose? Je sais pas. Il y a deux cultures un peu dans l'entrepreneuriat. Il y a ceux qui pensent qu'il faut jamais avoir peur, c'est-à-dire que c'est l'exécution qui prime sur l'idée, et d'autres qui estiment que c'est l'idée qui prime sur l'exécution. Mais bon, moi, je suis plutôt d'idée que c'est l'exécution, c'est-à-dire on a parlé de plein de choses, et
si quelqu'un arrive à le faire beaucoup plus vite que toi, finalement, bon, tu n'avais qu'à le faire plus vite. Je ne sais pas. C'est difficile. Nous, en tout cas, on n'a pas déposé de plan et on partage des choses, hein. Jérôme, justement, m'avait demandé des plans de la caisse pour ne pas avoir repassé par là. Si ben, on était prêt à lui partager les plans de la caisse et on n'aurait signé aucune NDA. Jérôme aurait copié la caisse et il en aurait vendu 100 millions. Bon, ce qui m'étonnerait, mais ben, bon, voilà, ça aurait été une belle leçon. On va payer un café au moins, Thomas. Oui, mais je veux dire, en fait, voilà, on peut s'échanger des choses. C'est compliqué. Moi, j'ai eu un litige pour être totalement transparent avec mon ancien partenaire italien, pas sur une histoire de plan, mais sur une histoire de philosophie. Et ça s'est très mal fini aussi, à mon grand regret. Et on était loin de propriété intellectuelle, hein, donc voilà, c'est des grandes questions. Moi, en tout cas, pour moi, on se copie pas vraiment. Ok. Jérôme, ton point de vue là-dessus? Je t'entends pas. Ouais, excuse-moi. Je dis, nous, on a déposé notre marque il y a très longtemps, parce que bon, voilà, on nous avait conseillé de le faire dans le cadre de création d'entreprise et tout ça. Et puis aussi, c'était aussi une manière de le faire pour voir si on n'allait pas avoir de problème en utilisant ce nom-là, si ça n'allait pas être retoqué ou quoi. Après, sur la partie produit, en fait, déposer un brevet, en fait, il faut avoir quelque chose à breveter, quoi. Typiquement, sur la majorité, nous, de ce qu'on fabrique, c'est de l'assemblage de matières boulonnées. Le but, c'est que ce soit simple, robuste, efficace. Mais en soi, on n'a pas de technologie profondément brevetable sur les remorques. On est plutôt dans une démarche à faire du low-tech. Nous, on vend par exemple des fois régulièrement des pièces détachées pour quelqu'un qui a envie de se faire une remorque pas chère. Il peut nous acheter un bras de remorque, une attache, une paire de roues, un axe. En fait, on ne va pas bloquer là-dessus. Nous, on part du principe aussi, pour rebondir un peu à ce que disait Thomas avant, la question de la notoriété, la question de la démarche. Nous, on est en coopérative, on a une démarche qui est très honnête depuis le début. Et c'est aussi comme ça qu'on fidélise des clients. C'est pas en déposant un brevet de dingue. Voilà. Après, je sais pas, demain, on développe un produit de fou qui est une innovation de rupture sur le marché. Peut-être qu'on se poserait la question. Je peux pas dire non. Aujourd'hui, en tout cas, se casser la tête à essayer de breveter les choses qui n'ont pas vraiment à l'être. Voilà, c'est plutôt de quelle manière on fait les choses, comment on arrive à gagner en coûts, parce que c'est aussi ce côté-là aujourd'hui, c'est d'essayer d'optimiser un peu les coûts sur ce qu'on fabrique. Et puis, comment on propose d'autres choses, notamment l'agencement, pour aller fidéliser les clients et avoir des capacités. C'est plutôt de valoriser le savoir-faire, là, finalement, qu'un quelconque brevet, quoi, on va dire. Okay. Simon, ton approche là-dessus? Sur ce sujet, nous, on est vite tombé dans la cour des grands aussi. Notre première remorque a été copiée sur Paris. Je pense qu'il y a une dizaine d'exemplaires qui tournent sur Paris. C'est une remorque qui a été faite pour les JO, pour transporter les vélos partagés. Donc avec un grand opérateur des vélos partagés. Donc il a un sous-traitant qui a trouvé la remorque pas mal, hein, et qui l'a littéralement copié, la même. Donc j'ai régulièrement des photos de copains sur Paris qui m'envoient la photo en me disant tiens, j'ai vu une remorque à toi, et c'est une copie. Mais au début ça nous a fait bizarre. Finalement après on a eu un petit peu cette approche que tu décris, Jérôme. On n'est pas sur un mode start-up. On reste des artisans. On fabrique du matériel qui est low-tech, qui répond à une demande particulière des clients. Maintenant, s'il y a des gens qui trouvent leur compte et qui le copient,
pense qu'il faut plutôt le voir comme le fait que c'était une bonne idée, plutôt que passer de l'énergie à essayer de défendre bec et ongle ces designs et ces éventuels brevets. Nous, en étant staffés, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais on est 2 aujourd'hui, en staffé avec 2 personnes. On pense qu'on a meilleur compte à aller de l'avant, à justement toujours innover et trouver des nouvelles solutions plutôt que passer notre énergie sur ces sujets de brevets. Ça nous a permis de développer 2 concepts qui je pense sont très bien placés sur le marché, notamment pour le transport de vélo, où on arrive d'une manière ultra simple à transporter les vélos. C'est ce qui a plu. Après, on a un autre concept pour le transport de déchets, mais on aura l'occasion d'en reparler. Ok. Benjamin, tu es toujours avec nous? Je suis toujours là, tout à fait. J'ai quitté le mode Vivio et je me suis rapatrié sur notre téléphone. Pour Radior, il y a évidemment un dépôt de marque, puisqu'on fait revivre une marque, tu en parlais tout à l'heure, je ne sais pas si on aura l'occasion, on a déjà dépassé un peu le temps, mais c'est évidemment la marque de vélo de Bourg-en-Bresse qu'on a relancée, qui avait fait faillite dans les années 50. Et en fabriquant nos vélos à Bourg-en-Bresse, il était tout à fait opportun de relancer cette marque. Donc, dépôt de marque Radior et les prémices du modèle Phoenix, en tout cas le cahier des charges, était de faire un vélo qui ne ressemble pas aux autres vélos du marché. Vraiment, les styles industriels à l'origine de ce projet se sont lancés avec cette idée parmi d'autres et ont été jusqu'à créer deux profilés acier de nos tubes qui constituent le cadre du Phoenix, qui sont aujourd'hui notre propriété. Alors, il n'y a pas de dépôt industriel, technologique à proprement parler, simplement les filières qui ont été créées à cette destination sont chez Osborne Metal en Seine-et-Marne. Et Osborne Metal n'a pas l'autorisation de vendre des tubes de ce profilé sans notre autorisation. Ce qui permet de faire une très belle transition parce que chez Radior, depuis plus d'1 an maintenant, on a ouvert nos savoir-faire de développeurs, prototypeurs et fabricants de vélos. Et c'était plutôt un choix pour permettre à des marques souhaitant fabriquer en France de pouvoir le faire, en tout cas de trouver les savoir-faire et les compétences pour le faire. Mais c'est après coup un véritable atout nous concernant industriellement, puisque ça a permis de remettre un petit peu en question certains choix industriels dans la fabrication du Phoenix, puisque c'était jusqu'à présent le seul cadre et le seul vélo fabriqué et commercialisé à la gamme. Et comme on ajoute de nouveaux modèles à la gamme, ça nous permet aussi de nous mettre en questionnement sur nos choix techniques, de nos nouveautés, lorsque certaines marques arrivent avec des cahiers des charges déjà plus ou moins définis et des choix industriels, technologiques plus ou moins définis. Donc c'est, à mon sens, toujours il y a davantage de positifs à tirer de cette coopération, de cette mutualisation, plutôt que d'aller chercher des poux aux voisins à droite à gauche et d'essayer de se faire la guerre sur des choix. On l'a dit dans cet échange, hein, personne n'a réinventé le cargo, personne n'a réinventé le vélo. Je pense que c'est un peu tard pour y penser. Mais il y a toujours des choses positives à tirer de ces collaborations, de ces coopérations. D'accord. Oui, effectivement, je pense que dans tout ce que vous dites, il y a un élément qui ressort, c'est que dès lors qu'il n'y a pas de volonté hégémonique de l'un ou l'autre de dire on va rafler le marché, on va être les maîtres du monde, il y a beaucoup d'intérêt effectivement à collaborer, parce que quand on ferme, on ferme pour que ça sorte pas, mais on ferme aussi pour que ça rentre pas. Donc, dès lors qu'on est fermé aux autres, c'est plus difficile de bénéficier de leurs idées. Et on voit bien que, comme tu disais, Jérôme, il y a des idées qui fourmillent partout. Le tout, c'est qu'il faut réussir à les structurer. Il y a pas mal d'efforts qui sont portés en ce moment, notamment, Benjamin, les vélos Radior sont origine France garantie. Donc là, c'est une
qu'est-ce que c'est? C'est une certification, une labellisation? Quel est exactement le type de cadre qui est imposé par cette C'est une appellation? certification. C'est une certification. Alors d'abord, pourquoi le choix de cette certification? On est confronté, et je dirais qu'on se bat à notre petite échelle contre le code douanier. Alors quand je dis on se bat, hein, évidemment, c'est plus à travers de la communication et justement l'explication de ce qu'est l'origine France Garantie. Aujourd'hui, le code douanier permet à une entreprise qui fait de l'assemblage de pièces fabriquées à l'autre bout de la planète, par exemple, de revendiquer son vélo comme fabriqué en France. C'est grossier ce que je viens de dire, mais dans les grandes lignes, c'est ce que dit le code douanier. Aujourd'hui, la certification Origine France Garantie, donc c'est une certification détenue pour 3 ans avec un audit chaque année, annuellement, sur un contrôle des outils industriels, où est-ce qu'ils se trouvent, des provenances des pièces qui ne seraient pas produites par l'entreprise, etc., etc. Et pourquoi ce choix? Parce que les critères d'Origine France Garantie sur du vélo à assistance électrique sont bien plus normés, bien plus réglementés, ou en tout cas des attentes supérieures par rapport au code douanier, puisque pour être Origine France Garantie, un vélo à assistance électrique doit revendiquer au moins 51% de sa valeur issue du territoire français. Donc sur le Phoenix, notre modèle historique, on est à 90%, et un cadre plus un moteur fabriqué en France. Et il y a 3-4 ans de ça, je vous aurais posé la question de nommer un moteur de vélo à assistance électrique fabriqué en France. Il n'y en avait pas beaucoup. Il y en a de plus en plus, mais ça ne court encore pas les rues. Et c'est pour ça qu'on voit très peu finalement de vélos certifiés Origine France Garantie. Après, c'est aussi un choix, puisque c'est une certification indépendante, il y a des contrôles, donc ça a un coût aussi à calculer dans le coût de revient du vélo. Mais nous, c'est une philosophie, c'est-à-dire que l'ensemble des modèles actuels et à venir seront certifiés Origine France Garantie. C'est un prérequis à nos modèles et à nos nouveaux modèles à venir à la gamme. Ok. Un rapide tour. Est-ce que vous, les uns les autres, Thomas, Jérôme, Simon, vous avez considéré ça? Ça vous semble, c'est quelque chose que vous avez l'intention de faire ou qui vous intéresse, cette démarche, ou voilà, elle vous apparaît comme pas essentielle? Moi, je suis très content que Radior le fasse pour nous. Mais non, nous, c'est pas un label, je sais plus comment on dit. Nous, on est fabriqué en Occitanie. Bon, c'est un côté d'ancrer le local, hein. Il est ancré dans notre nom, ben voilà, il est ancré aussi dans notre fabrication. C'est aussi s'appuyer sur les fournisseurs. Il y a plein de discussions autour de ça, hein. C'est une volonté hein, de chacun de vouloir le faire. Moi, j'ai pas besoin de le faire certifier. J'ai pas envie forcément de le faire certifier par un organisme. Bon, nous, on le montre. Il y a même des gens qui peuvent venir fabriquer le vélo cargo avec nous. Donc, ils verront d'où ça vient. On peut leur expliquer d'où viennent chaque partie, chaque tôle, chaque tube. On a aussi du tube Osborne, hein, c'est le seul fabricant de tubes en France. Moi, j'ai pas besoin de le faire, mais j'apprécie le fait que Radior le fasse ou que d'autres entreprises en France le fassent, et je trouve ça bien. Et pour le coup, nous, on n'est pas dedans. Okay. Jérôme, c'est quelque chose que vous avez notamment dans ta collaboration avec Michel, avec Illicycle, c'est des choses auxquelles vous pensez ou Non, disons que nous, on n'est pas méga branché label. Après, je comprends tout à fait la démarche et je la trouve intéressante, mais comme le disait tout de suite, c'est des démarches qui ont un coût aussi. Nous, c'est clairement pas dans notre ADN, hein, c'est un peu pareil. Je veux dire, les gens savent très bien qu'on fabrique tout en France avec des fournisseurs locaux et tout ça. On pourrait certainement communiquer un peu plus dessus. Pour moi, c'est tellement évident que voilà, aujourd'hui, en tout cas, c'est pas une volonté, en tout cas, d'aller vers ça, quoi. En tout cas, c'est vrai que la question se pose moins pour les remorques que pour les vélos, parce que c'est entre guillemets, c'est plus facile. C'est moins compliqué de trouver les composants d'une remorque
en France que tous les composants d'un vélo, mais ok, très bien. Après, effectivement, nous, dans le partenariat avec Ilicic, donc Ilicic, c'est un fabricant de vélos basé à Nantes. Donc nous, on va dire, on lui commande des vélos, c'est-à-dire qu'on lui fait des cahiers des charges. Il y a ses modèles à lui, et nous, on lui fait des cahiers des charges pour développer des vélos. Donc voilà, on a développé avec lui un biporteur, un vélo tracteur qu'on appelle le Pool Cargo, et donc qui est un vélo qui va tracter des remorques. Et on travaille aussi là sur un autre projet. Effectivement, après, bon, des boîtes comme Hélicycle, c'est pareil, c'est pas des gens qui vont aller faire du label. C'est pas la même démarche que Radior, qui est aussi dans une démarche, c'est une plus grosse structure à la base, Radior, donc où il y a aussi la question de l'histoire de la marque, un peu comme le disait Benjamin, de reprise de cet historique. C'est vrai que là-dessus, nous, on n'a pas fait le choix du moteur Valeo pour des raisons qui nous appartiennent, on va dire. On est plutôt resté sur un moteur qu'on connaît très bien. On ne va pas rebondir avec les histoires de chez Bosch. Mais du coup, voilà, c'est aussi des choix techniques des fois. Effectivement, nous, voilà, sur la partie Origine France, voilà, on ne pourrait pas avoir le moteur dedans. Donc, on se contente aussi déjà d'un beau cadre fabriqué en France. C'est vrai que sur les périphériques, c'est aussi une question qui n'est pas évidente, hein. Il y a des travaux sur du freinage hydraulique et tout ça, mais dur quand même de se passer de Shimano pour la transmission, on va dire. Donc, il y a encore des choses à faire dessus, avec une grosse dynamique de la filière cycle sur ça. Donc, bon, j'espère qu'à un moment donné, il n'y aura même plus besoin de label, quoi, on va dire, quoi. Mais c'est pas gagné, quoi. Oui, c'est pas gagné, d'autant que, comme le disait Benjamin, il y a des évolutions, mais il n'y a encore pas si longtemps, faire le choix d'une motorisation française, c'était forcément faire le choix d'un positionnement quand même assez haut de gamme, puisque voilà, ça faisait des vélos qui pouvaient pas en tout cas être positionnés dans l'entrée de gamme en termes de prix. Simon, une labellisation. Nous, on a des moteurs Virvolt qui sont. Oui, alors oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Il y a maintenant des solutions. On fera un épisode spécialement justement sur les motorisations. On fera intervenir les différents acteurs qui aujourd'hui proposent des moteurs développés en France. Et on a la chance de pouvoir faire un tour de table avec au moins 4 personnes, donc 4 acteurs. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Ça n'aurait pas été le cas il y a quelques années. Simon, sur la labellisation, tu as des… Alors, de notre côté, de fait, on travaille avec des partenaires français basés en France. Il y a effectivement toujours quelques périphériques qui sont importés de plus loin. Après, c'est pas le Made in France, c'est pas un sujet sur lequel on communique beaucoup. Peut-être à tort, il faudrait peut-être qu'on revoie ça. D'aller payer un label, on n'en est pas encore là. Je dis pas qu'on ne le fera pas, mais c'est pas encore à l'agenda. Mais finalement, nous, on souhaite vendre en France, mais aussi d'une manière plus générale en Europe. Donc le côté Made in France, c'est bien pour les entreprises qui sont dans le coin. Maintenant, ça intéresse un petit peu moins quelqu'un basé potentiellement en Belgique, au Danemark ou autre. Mais voilà, on communique pas dessus, mais le fait est que les partenaires sont basés en France et notre atelier est en France. Donc c'est du 100% Made in France. Et Benjamin, Simon évoque le coût. Est-ce que c'est indiscret de te demander s'il y a un coût? J'imagine que oui. Et lequel? Il y a un coût tout à fait à cette certification. Aujourd'hui, on paye 1 500 € par an pour pouvoir se revendiquer de l'origine France garantie. Ce qui est pas prohibitif. On est d'accord, tout le monde est d'accord. Ce qui n'est pas prohibitif. Encore une fois, c'est avant tout des envies, des convictions. Ensuite, un calcul économique à faire rentrer dans un tout, puisqu'on commercialise des produits et il faut être en face du marché. Mais c'est absolument pas prohibitif.
Bien, eh bien, écoutez, merci d'avoir d'abord accepté gentiment le dépassement horaire. Vous avez été bavard, moi aussi sûrement. On va conclure par enfin, on va fusionner un peu les deux dernières parties. Si vous pouvez donner un mot de conclusion un petit peu en termes de vision, c'est-à-dire qu'est-ce que vous voyez venir, quels sont les enjeux pour vous dans les mois, les années à venir, comment vous voyez les choses et voilà, quel est votre regard global sur le marché et sur l'évolution de votre projet pendant les prochaines années. On commence avec Thomas. Nous, on a quelques dossiers à régler là cette année. Ouais. Les questions mentionnées plus tôt. On a également, disons, c'est une année charnière. Hein, bon, quasi 5 ans. Un développement de plusieurs produits. Donc, on a plusieurs cargos supplémentaires qui sortent cette année. Alors, on a des collaborations comme celle avec Radior, hein, donc, qui est super, qui a très bien démarré l'année. On a un nouveau modèle de type Omnium qui vient de sortir avec une option d'un plateau. Là, je donne les idées, comme quoi je suis ouvert, mais avec un plateau qui se referme sur lui-même. On a aussi un cargo plus léger qui est censé sortir et plus abordable et plus simple. On va essayer de montrer jusqu'où on peut aller, justement dans la simplicité. Donc voilà, on va toujours essayer de pousser ça. On pousse également les remorques tout en vélo, d'ailleurs, puisque on est un peu le point de chute de tout en vélo à Toulouse. Donc voilà, on essaye un peu de faire tout ça. Mais on a maintenant un modèle neuf, si je peux dire ainsi, un modèle un peu puissant avec Radior. Donc ça aussi, j'espère que ça pourra marcher. Donc on va voir. J'espère qu'on va rediscuter en visio avec vous tous l'année prochaine. Pour le Tour de France 2026. On aura sûrement un autre nom, mais voilà. C'est bien, c'est bien. Bonne façon de l'aborder. Jérôme, qu'est-ce qui se trame pour Tout en vélo? Comment tu vois les choses? Pour Tout en vélo, il se trame toujours beaucoup de choses, que ce soit sur le réseau des coopératives ou la fabrication, l'évolution des produits. Là, on va avoir pas mal de nouveautés aussi cette année. Là, on a notamment fait une collaboration avec Cargonaut, donc Mitch. Voilà, la petite remorque Cabrio Mitch, donc en fait qui est basée sur un besoin opérationnel chez eux d'avoir une petite remorque plus solide que ce qu'ils utilisaient auparavant, qui n'était pas pensé pour un usage professionnel, sur lequel on vient mettre la Cabrio Box. Donc eux, ils ont développé un contenant souple qu'on met à l'avant des biporteurs et qui se décline en version remorque. Donc, nous, ça fait 2 ans qu'on est sur une dynamique de collaboration. On a eu à une époque des réflexions sur comment on faisait évoluer. Alors, je ne veux pas prendre trop de temps non plus, mais c'est vrai alors, peut-être que ce sera moins ressenti chez Microcargo, qui est peut-être un acteur plus récent, mais on a eu un moment en 2021 où il y a eu une espèce de décollage fulgurant, je pense que vous avez connu aussi chez Bosch, où on a vraiment cru que tout ce qu'on faisait depuis 10 ans était en train de payer, de payer, que ça décollait, que ça n'allait plus jamais redescendre. On a force est de constater qu'aujourd'hui, on pense plus à fabriquer des obus que des vélos cargo. Donc, c'est un peu, quand on écoute les nouvelles le matin, ce que je fais de moins en moins, du coup, ça déprime un peu. Parce qu'on est, voilà, on est un peu tout ce qu'on en est ici, et c'est pas le cas de tous les acteurs vélo, mais en tout cas, là, les personnes autour de la table, on est quand même des gens qui, voilà, on fait les projets avec le cœur, quand même. On fait pas ça pour le pognon, sinon ça se saurait, on va dire. Et du coup, voilà, c'est des super dynamiques. Nous, à un moment, on s'est posé la question de décliner, de faire d'autres gammes de remorques, de réfléchir. Aujourd'hui, on a plutôt décidé de pousser sur ce qui faisait notre différence, c'est-à-dire les 300 kg de charge utile, ce qui est un peu, nous, l'élément différenciant sur le marché, et plutôt de développer, nous, la partie agencement et d'aller collaborer avec
Fleximodal, Bilmo, voilà, des acteurs présents sur le marché, de dire, en fait, vous avez des châssis qui sont différents des nôtres, qui peuvent être bien. Nous, on peut vous proposer de les aménager. Et puis, plutôt que de se concurrencer finalement sur des choses similaires. Donc voilà, on a un marché où il y a des nouveaux acteurs, mais un marché qui grandit peu, où en tout cas, on sent plus cette ébullition de 2021-2022. Là, on a la fin du bonus vélo sur les vélos cargo. Voilà, quelque part, c'est un peu dur. Je dirais, moi, même si l'activité économique fonctionne plutôt bien, on est quand même en croissance tout le temps. On est 13 salariés là, à Rennes sur la partie, sur la cycle tout en vélo. Donc voilà, ça se développe, mais on aurait espéré arriver à une zone de confort peut-être, en tout cas que l'effervescence qu'on a connue il y a 2-3 ans dure un peu plus longtemps, quoi, on va dire. Quoi. Donc voilà, pas pessimiste, mais très réaliste et plutôt dans un délire de qu'est-ce qu'on fait ensemble pour avancer plutôt que de tous peut-être péricliter, comme disait Thomas tout à l'heure. Ouais, merci Jérôme. Simon, tes perspectives et tes projets 2025. Sur 2025, nous, on aimerait pouvoir s'étendre un petit peu au-delà des frontières de France. Là, c'est l'objectif. On se donne les moyens pour. J'espère que ça va porter ses fruits sur l'année. Après, côté collab, clairement, il y aura des choses à faire. On discute déjà avec certains acteurs. Autour de la table, il y a du potentiel et c'est avec plaisir que je reprendrai contact avec vous pour voir si on peut effectivement faire des choses ensemble. Ensuite, sur les perspectives du marché, nous, on avait commencé par quelque chose d'assez large avec une offre qui était finalement assez en concurrence avec Tout en vélo. Là, on recentre notre activité sur le transport de vélo. Ça, c'est quelque chose qui a quand même du potentiel dans toutes les grandes métropoles, et d'ailleurs, et les moins grandes villes d'ailleurs. Donc ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui nous fait vivre. Et derrière, il y a un autre sujet qui est la collecte de déchets qu'on souhaite pouvoir grandir et pouvoir devenir un acteur important dans ce secteur aussi de la cyclo-logistique. Donc voilà les grandes lignes, recentrage sur le transport de vélo et les biodéchets. On essaye de s'étendre au-delà des frontières françaises et collab, ça a été dit, hein, mais c'est hyper important. Nous, depuis le premier jour où on a attaqué notre projet, c'est un mot qu'on nous répète et je pense vraiment qu'il y a des choses à jouer. Alors, l'avantage de Microcargo par rapport à d'autres, c'est que quand on est à Grenoble, aller chercher les frontières de la France, faut pas aller chercher très très loin, parce que l'Italie est pas loin, la Suisse est pas loin. Ça vient jamais de là où on l'attend. Hein. Notre première vente était à Paris. Et Benjamin, alors 2025, l'année du... Alors 2025, vaste actualité. Hein. Alors pour faire le pendant de ce que disait Jérôme, on a débuté une commercialisation il y a 2 ans, 2023, printemps 2023. Je ne sais pas s'il y avait pire moment pour se lancer ou pas. 2025, j'ai malheureusement pas de boule de cristal, mais on s'est donné les moyens pour aller chercher à nouveau de la croissance avec cette deuxième année deuxième exercice complet. Sortie du Simurg, hein, du biporteur, encore une fois, donc tu vas pouvoir profiter à l'occasion de ce Tour de France. Grâce à ce biporteur, on construit des chouettes partenariats, et à la fois en distribution, mais aussi directement avec des boîtes de cyclo-logistique, ce qui nous amène à nous questionner et à construire une vraie offre cyclo-logistique avec du biporteur, mais également notre Phoenix et les capacités du moteur vélo avec ses 130 Nm. Donc en fait, on va adresser du Phoenix attelé avec des remorques
pour de la cyclo-logistique également. Donc ça, c'est un marché qui nous concerne directement aujourd'hui. En parallèle de ça, et on en parlait tout à l'heure, on présente à Vélo in Paris, et il me semble qu'on se croisera là-bas, Franck, le Colibri. Le Colibri, donc une deuxième nouveauté à la gamme Radior, avec la promesse de répondre que non, acheter un vélo vraiment fabriqué en France, ça ne coûte pas plus cher qu'un vélo fabriqué en Chine ou en Asie, plus vulgairement. Et donc, pour ça, je vous donne rendez-vous à la fin du mois d'avril, du 25 au 27 avril à Vincennes, au Parc Floral, pour le découvrir. Et évidemment, vous l'aurez compris, je suis toujours sur la route. Ça l'était en début d'échange et ça l'est toujours en fin d'échange. Évidemment, je suis arrêté. C'est mieux. L'idée, c'est de rester dans notre droite ligne de la politique commerciale Radior, c'est-à-dire de la distribution à 100% en magasin. En tout cas, c'est l'objectif. Donc, on continue de construire le réseau de distribution avec les magasins qui, comme nous, croient en la commercialisation et l'essor du vélo vraiment fabriqué en France. Et nul doute que ce Colibri, placé au prix auquel il sera placé, c'est-à-dire 2 990 €, va performer dans nos magasins actuels et dans les futurs magasins qui entendent évidemment ce message et qui l'entendront prochainement au gré de mes visites. Voilà, vaste actualité. Super. Eh ben, merci à tous les quatre. Alors, précisons que j'aurai l'occasion de vous rencontrer les uns et les autres, chacun chez vous. Donc, on aura plus l'occasion de rentrer dans le détail des historiques de vos projets entrepreneuriaux et de vos équipes, puisque je croiserai le premier, ce sera qui? Le premier, ce sera Jérôme, que j'irai visiter à Rennes. Ensuite, dans l'ordre, il y aura Thomas à Toulouse, et puis Simon. Pardon? Alexis et Jean. Ah, absolument. À Toulouse, et puis ce sera Simon à Grenoble. À Grenoble. Et je terminerai pendant l'after, après la fin du tour. On ira retourner, le Simurg retournera au nid, donc on ramènera gentiment le Simurg à Bourg-en-Bresse, et ce sera l'occasion de... On invite tout le monde à Bourg-en-Bresse, évidemment, pour l'after. Et ben voilà, on reviendra dessus, effectivement. D'ici là, le Tour de France à vélo cargo sera devenu l'événement dont tout le monde parle. Donc, il faudra peut-être revoir ton invitation, Benjamin, pour qu'il n'y ait pas le Bourg-en-Bresse ne soit pas submergé par des touristes hirsutes en plein mois de juillet. Voilà, merci à tous les quatre pour votre présence. C'était la première. Il faudra que j'apprenne à cadrer le temps. Mais voilà, 1h30, c'est ce qu'il fallait pour évoquer les différents sujets. J'espère que vous avez trouvé matière à vous exprimer, à faire passer les messages que vous aviez envie de faire passer. Merci à ceux qui nous suivent. Vous pouvez donc retrouver chacun de ces épisodes qui seront tournés dans chacune de nos villes-étapes sur la chaîne YouTube La France à vélo cargo, donc la chaîne YouTube de La France à vélo cargo, qui va être lancée au moment du démarrage du tour le 31 mars. Et pour le reste, le site internet lafranceavelocargo.fr, je vais y arriver, pour retrouver toutes les informations sur le Tour de France à vélo cargo, les étapes, les animations, ce qui se passe un peu partout. Je le répète, n'hésitez pas à venir à notre rencontre dans les différentes étapes. Et d'ailleurs, l'étape qui va venir, la prochaine, ne sera pas vraiment une étape, ce sera la journée de lancement du Tour, le vendredi 28 mars, que nous passerons à Lille. Et il y a déjà un programme qui me fait presque peur, tellement il est chargé, avec l'enregistrement de 2 épisodes autour du vélo cargo, le premier à la Maison des Mobilités et le deuxième à l'ABC Atelier Vélo. Entre les deux, il y aura eu une virée à Roubaix pour aller rendre visite à nos amis de la Vie et Belt, et surtout de s'arrêter un moment chez Recycle-moi, un établissement que vous découvrirez peut-être avec nous et avec plaisir. Et puis aussi un petit tour chez Vera Cycling qui produit ce type d'équipement charmant que j'ai grand plaisir à porter pour l'animation de cet épisode. Et on terminera la journée du vendredi 28 par, je ne sais pas si vous ferez ça dans vos villes respectives, messieurs, mais le dernier vendredi de chaque mois, c'est la Critical Mass.
donc des grandes vélorussions qui sont organisées dans beaucoup de villes dans le monde, et en France en particulier, pour justement montrer, faire nombre dans les rues et montrer que le vélo peut prendre une place plus importante quand on lui en donne les moyens. Et à Lille, la particularité de ce vendredi 28 mars, c'est que ce sera le 100e cargo critical mass à Lille. Donc ça va être une grande fête. Et on sera très heureux avec la France à vélo cargo, avec mon comparse, père et fils, Nathan. On sera très heureux de participer à cet événement. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis. Merci à mes 4 invités pour leur présence. Et à très vite donc, sur les routes du Tour ou sur les réseaux. Merci Franck et bon voyage. Merci à tous. Bonne route. Bon voyage.